Je suis partie là-bas, j'ai pris rendez-vous. Et là, ils m'ont envoyé à l'E2C Marseille. Et là, j'ai rencontré Fanny. Merci déjà. Alors, à l'E2C Marseille, on faisait des stages. On faisait en fait un remise à niveau. Beaucoup de stages. Des profs, enfin, pas les profs, mais les formateurs, ils nous accompagnaient. On parlait de nous, on parlait de notre futur. Et c'est là que j'ai commencé à gagner de la motivation, de l'envie de continuer à travailler, de ne pas m'arrêter, quoi. Mais quel était ce déclencheur? Parce que Mme Justin Benkada a parlé d'accompagnement, donc un point fort de votre intervention. Cet accompagnement était quoi? Plus personnalisé par rapport au passé où tu as décroché au niveau de la scolarité? C'était ça un des éléments importants qui a contribué à rendre confiance en toi, à te remotiver à te battre? Oui, ils étaient des formateurs, mais ils étaient aussi des amis parce qu'on parlait de nous, de notre vie. Ils essayaient de nous comprendre, de savoir qu'est-ce que nous, on voulait faire de notre vie, malgré qu'on avait arrêté l'école et tout. Mais c'est super. Et alors maintenant, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Après tout ce parcours de formation t'a permis justement de trouver même, j'ai bien compris, une formation pratique. Tu travailles aujourd'hui, je crois, dans une boulangerie, c'est ça? Oui, maintenant, je fais un bac pro commerce en terminale à la boulangerie Ange de la Pomme en tant que vendeuse. Mais écoutez, ouais, regardez, quand même quelque part, vous avez ici un exemple parfait, inspirant, je trouve, issu du terrain. Alors, juste pour peut-être donner un peu de détails, l'EC, c'est l'école de la seconde chance ici à Marseille. C'était important quand même de le souligner. Maintenant, si on se projette dans le futur, qu'est-ce que tu dirais aux personnes ici qui nous regardent? Qu'est-ce qui devrait changer pour les personnes qui étaient dans la même situation que toi? Quel serait ton conseil? Ou peut-être aurais-tu une question à adresser? Oui, peut-être qu'il faut essayer de mieux comprendre les jeunes, mais moi, je ne sais pas quoi dire en fait. Je pense que c'est pas à moi de penser à ça, mais si à vous de penser à qu'est-ce qu'on devait faire de plus pour accompagner les jeunes. Mais moi, je venais d'arriver du Portugal, voilà, je ne parlais pas français et tout, donc je pense que cette question n'est pas pour moi, mais pour tout le monde. Il faut qu'on il faut qu'on pense tous à ça en fait. C'est très important. C'est très important. Donc Merci. voilà, aux décideurs, aux gens qui nous écoutent, en streaming ici dans l'éditoire, à vous de répondre à cette question essentielle et à vous de trouver finalement, je dirais, comme l'a souligné son Excellence Karim Amelal, il faut trouver des solutions issues de la société civile et c'est ça l'un des objectifs de ce forum. Voilà déjà une première question adressée à vous. Ensuite, nous avons malheureusement Madame Chérif qui est en direct avec nous, je crois, du Maroc. Bonjour Madame Chérif, est-ce que vous êtes là avec nous? Oui, bonjour, bonjour à tous. Écoutez, Oui, vous alors, êtes... Je vous en prie. non, justement, je ne sais pas si... Mais écoutez, vous êtes alors présidente de l'Heure Joyeuse au Maroc. Et vous, en fait, j'ai pu comprendre que vous dites, et c'est ce qu'a dit aussi, a souligné justement ici notre étudiante, vous insistez sur l'importance d'écouter la jeunesse méditerranéenne, car on apprend d'elle. Pour quelle raison? Oui, alors, si vous permettez, tout de suite, je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation qui me permet justement d'amener des enseignements d'une expérience marocaine, une expérience méditerranéenne, avec une association qui est depuis 60 ans mobilisée pour prendre en charge les enfants et les jeunes, en particulier les plus vulnérables. Alors en effet, mon premier message, c'est d'écouter les jeunes. Alors pourquoi écouter les jeunes? C'est créer cet échange d'écoute, d'une écoute interactive entre pour que ce jeune puisse exprimer son rêve et exprimer ses attentes. Ça, je crois que c'est très important, car on avait l'habitude par le passé, et le jeune le formulait de cette manière, en disant on me regarde et on me dit ce qu'on attend de moi, sans jamais me dire ce que je veux faire et ce que je peux faire. Donc c'est important d'écouter le jeune. Il faut l'écouter aussi, c'est mon deuxième message, pour l'orienter. Mais là aussi, changer le modèle de l'orientation, qui est souvent une cartographie entre des capacités, des compétences que l'on met ensemble sur des filières, sur des formations, mais plutôt matcher au plus près du rêve du jeune pour arriver à un projet de vie réaliste et réalisable dans la vie authentique. Et ceci est très compliqué parce que le rêve reste quelque chose du domaine de l'imaginable, alors que le projet de vie qui doit être construit avec le jeune pour avoir son adhésion sur les étapes à positionner pour qu'il arrive à son projet de vie doivent être du domaine du possible. Mon troisième message serait l'accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est aussi quelque chose de très important et
Evelyne l'a dit aussi, créer cet environnement d'accompagnement qui est favorable à écouter aussi le jeune. Alors pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude de renforcer uniquement les fondamentaux, lire, écrire, parler, aujourd'hui, savoir pianoter sur un ordinateur. Il faut aller au-delà de cela. Il faut mettre en confiance le jeune. Pour cela, il faut aller vers des axes transverses, hein, qui sont de libérer les énergies du jeune pour créer une curiosité du jeune, qu'il pose des questions sur ce qu'il attend, ce qu'il va découvrir, pour aussi libérer sa créativité, c'est très important. Et bien sûr, toutes ces notions comportementales très importantes qui sont le savoir-être à opposer au savoir-faire, qui était le renforcement des fondamentaux. Et ce savoir-être, se vivre ensemble, pour nous, ça nous paraît facile, mais ça a été aussi notifié au niveau de la jeune dame qui a pris la parole avant moi, Evelyne. Ce n'est pas simple de communiquer, de partager, d'écouter et d'échanger quand on n'a pas eu l'habitude au départ. Donc ceci me paraît très important, et cette construction est d'autant plus importante qu'elle va permettre de conduire le jeune aussi à s'approprier les valeurs qui nous permettent à nous, hein, aujourd'hui, d'évaluer dans la société. Car c'est un accompagnement pour une insertion professionnelle, mais c'est aussi un accompagnement pour une insertion sociétale. Mon quatrième message, c'est aussi de témoigner. Alors, c'est beaucoup plus général, mais c'est très important. C'est aussi de témoigner de la mobilisation des uns et des autres. Et pour cela, je voudrais aussi remercier les partenaires qui, depuis la création en 2010 de notre outil d'accompagnement qui s'appelle la cellule d'orientation et d'insertion professionnelle, qui accueille, qui oriente, qui renforce, qui met les jeunes dans les sorties positives que sont l'emploi, le stage, l'entrepreneuriat. Nous avons été accompagnés par de grandes structures comme l'Institut européen de coopération et de développement, comme Apprentis d'Auteuil et aujourd'hui le MEDENC, avec lesquels nous pouvons justement échanger les bonnes pratiques, la bonne posture auprès de ces jeunes pour impacter directement. Alors, mon dernier message, c'est bien, vous l'avez compris, c'est se mobiliser tous, partenaires publics, privés, nationaux, internationaux pour la Méditerranée, les organisations de formation, la société civile, les entreprises, bien évidemment, pour une approche commune avec les meilleures pratiques pour développer et soutenir les réseaux de la jeunesse méditerranéenne, où les jeunes sont de véritables acteurs du changement pour un avenir commun à tous, vers plus de justice sociale et plus de respect des droits humains. Je vous voilà. remercie, Alors Madame moi Cherif, aussi, je pour vous ces remercie. messages. Vous avez même des applaudissements, bravo. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez centré vos messages sur la jeunesse, l'ouverture sur le monde. Et ici, nous avons un autre exemple vivant. Zina, je me tourne vers vous. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que lorsque vous êtes présenté et qu'on a eu quelques discussions, même encore ici en marchant, du stade Vélodrome vers la conférence, c'était votre mobilité. Vous êtes passé de l'Algérie par le Liban, du Liban à Glasgow, de Glasgow ici à Marseille. Alors ma question s'adresse à vous. A-t-elle celle-ci contribué à construire votre identité méditerranéenne? Est-ce que les dispositifs existants ont-ils été profitables au développement de cette dernière? Merci. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être là. Effectivement, je pense que la mobilité et l'éducation en général ont été les deux outils qui m'ont façonné, qui ont façonné aussi ma personnalité. Alors, vous avez dit, j'ai passé par... je suis un jeune après tout. Ma génération, je rejoins Madame Leila Skaladi parce que ma génération ne veut pas qu'on lui décrive les choses. On veut les vivre, on veut les découvrir. Et dans ce sens, j'ai fait le passage un petit peu méditerranéen, de l'Algérie au Liban, en Écosse et maintenant en France. Il y a trois aspects principal sur cette découverte. Premièrement, c'était une formation académique très diversifiée et riche, parce que les modèles, les systèmes éducationnels ne sont pas les mêmes. Et c'est bien de voir les nuances qui existent à travers l'éducation. Il y a aussi la préparation professionnelle avec tout ce qui a été mis
mise en œuvre par les gouvernements de la région. Mais il y a aussi la chose la plus importante, à mon avis, c'est la découverte de soi à travers la découverte du monde. C'est-à-dire, les 2 dernières années, comme je vous l'avais dit, c'était pas une balade dans un parc. Surtout avec la crise Covid, la précarité, les défis auxquels on a fait face. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai vu la galère dans les yeux de mes collègues, j'ai vu l'incertitude. L'incertitude, ça fait peur. Surtout quand on est dans une région qui est caractérisée par les tensions, par les divisions, par les histoires complexes. Mais moi, je dis que les mauvaises choses ne sont pas une fatalité pour cette région. C'est-à-dire, après ces 2 ans, après le voyage en Europe, après avoir travaillé et même galéré avec beaucoup des collègues, il y a 3 messages essentiels à transmettre. Premièrement, on n'est pas condamné. Où qu'on soit dans la Méditerranée. Je viens d'une famille très modeste en Algérie, mais ça n'empêche personne de faire sa vie et d'apprendre. Ça, c'est de 1. Donc, moi, je refuse qu'on nous mette sous cette case de condamnation à vie. Non. De 2, moi, je crois que toutes les voix sont nécessaires, surtout les voix dans les milieux qu'on ne les voit pas. Surtout parce que généralement la politique se fait à travers les élites, mais moi je pense que si on veut construire la Méditerranée de demain, c'est à travers la jeunesse et toute la jeunesse. Troisièmement, je pense c'est une conviction peut-être personnelle. Après ces 2 ans, j'ai vu les étudiants, j'ai côtoyé des gens des différents milieux. Le seul message qui se répète à chaque fois, c'est que nos droits, nos revendications en tant que jeunesse, on ne les demande pas, on va les arracher. Dans ce sens, moi je pense que l'éducation va permettre et faciliter à ces gens-là de construire un avenir meilleur, d'arracher leurs droits, mais d'une façon constructive et non pas destructive. Et dans ce sens, je pense que l'éducation et la mobilité sont les 2 outils qui sont nécessaires et qui sont primordiales pour construire vraiment une Méditerranée qui se dialogue entre elles, qui ne fait pas la guerre et qui aspire vers l'avenir. C'est ça. Qui construit un espace commun. Exactement. Alors, Madame Itad, ici, on a Zineux qui a insisté quand même dans son point sur il faut incorporer toute la jeunesse, pas uniquement d'élite, mais aussi celle qui parfois on ne voit pas. Vous aussi, dans le cadre de vos fonctions en tant que conseillère au sein de l'Union pour la Méditerranée, vous avez beaucoup voyagé, vous avez été au contact de cette jeunesse issue de la société civile. Pourquoi les institutions internationales telles que la vôtre auraient besoin de cette dernière? Et quels ont été les moments qui vous ont le plus marqué dans cet échange avec la jeunesse? D'accord, merci. Merci à vous tous. Bonjour. Je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit par mes collègues. Je dirais que les aspirations des jeunes du nord et du sud de la Méditerranée, les problématiques également auxquelles ils font face sont les mêmes. C'est les problèmes du chômage, également de se projeter dans un futur incertain, de se trouver dans cette situation également de pandémie où la précarité dans notre société est en train de progresser. Devant cette situation, c'est aux décideurs politiques, mais également à la société civile de travailler ensemble d'une façon solidaire pour trouver des solutions à ces problématiques-là. Mon expérience à l'Union pour la Méditerranée m'a permis de découvrir des initiatives courageuses et innovantes qui visent à assurer l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Je citerai à cet égard le réseau Méditerranée Nouvelle Chance, qui, à travers les écoles de deuxième chance, essaye de trouver des solutions aux problèmes de décrochage scolaire et également aux problèmes de l'employabilité des jeunes, à travers un échange entre les éducateurs, un échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire les visites auxquelles j'ai assisté, par exemple aux écoles de deuxième chance au Portugal, en Espagne,
Espagne, en Tunisie, au Maroc, on trouve les mêmes problématiques. Les jeunes sont les mêmes, ils ont les mêmes aspirations. Face à ces défis communs, on sent l'interdépendance, c'est-à-dire que le bonheur des uns ne peut se faire qu'à travers le bonheur également des autres, que peuple et personne ou peuple, au lieu d'être animés par une réflexion de compétition, c'est plutôt la coopération qui doit être instaurée. C'est à cet égard qu'à l'UPM, on essaye, à l'Union pour la Méditerranée, on essaye d'instaurer un dialogue entre société civile et décideurs politiques qui sont en pied d'égalité nord et sud pour échanger, pour également écouter les jeunes, parce que comme vous le savez tous, parfois les jeunes, ils sont en avance même par rapport aux décideurs politiques. On le voit, par exemple, sur les questions d'environnement, ils prennent des actions qui sont, c'est-à-dire d'une façon concrète et qui poussent parfois les décideurs politiques à se joindre à leurs actions. Je dirais, c'est-à-dire on a des défis communs. L'importance de cette question d'interdépendance de nos sorts, mais comment faire pour avancer, c'est-à-dire face à toutes ces problématiques-là. Je crois que l'expérience de Zine et Evelyne, ces deux témoignages sont très importants parce qu'il faut construire des ponts dans la Méditerranée, des ponts qui nous unissent, une identité commune, une identité méditerranéenne. C'est une identité dans laquelle c'est-à-dire une vision plus large. On ne se définit pas en opposition de l'autre, mais on se définit en acceptant l'autre. Et comment, c'est-à-dire avoir et pouvoir construire cette identité. C'est-à-dire de mon expérience, je dirais que l'expérience de mobilité qu'a vécue Zine permettra d'avoir une telle identité méditerranéenne et permettra de construire des ponts entre les pays du sud et du nord de la Méditerranée. À cet égard, je citerai, et je crois que parmi les expériences qui vont être après présentées dans les tables rondes, le projet Homer. Le projet Homer permet c'est-à-dire il donne la chance aux jeunes en dernière année d'études d'effectuer des stages dans des pays autres, c'est-à-dire, et après ils reviennent dans leur pays d'origine. On sait tous, je crois, dans la salle, l'importance de l'expérience de l'Erasmus. L'Erasmus, tout au long de 35 ans, a permis je crois, 12 millions de jeunes en Europe de construire une identité européenne, d'unir dans la diversité. Par rapport à ça, je poserai une question ou un rêve, puisque nous, on est là pour lancer des initiatives. On dirait, quand il y aura un Erasmus méditerranéen, pas seulement un Erasmus à l'intérieur de l'Europe. Là, c'est une de vos solutions, de créer un Erasmus européen, je dirais, pour créer... Ça existe, mais un Erasmus méditerranéen. Mais un méditerranéen, ça, oui. J'insiste sur le point. Donc, oui. Voilà une des solutions concrètes que vous proposez. C'est finalement créer dans cet espace commun un Erasmus pour intensifier les échanges entre les étudiants, comme nous avons ici un témoignage de Zine. Malheureusement, faute de temps ici, nous devrons tout doucement clôturer cette séance introductive. Je m'excuse, juste pardon, hein, je lancerai également une petite invitation. C'est qu'à Tunis, le mois de novembre prochain, on aura la conférence MEDINSE. Je lancerai une petite invitation à vous tous d'être à la conférence Méditerranée Nouvelle Chance. Ça sera une occasion également d'entendre les jeunes. Merci à vous tous. L'invitation est envoyée, j'espère. Écoutez, que vous serez autant qu'ici dans cette salle. Moi, pour ma part, je clôturerai ce débat. Merci en tout cas à vous, les intervenants. Merci encore une fois pour vos témoignages et vos messages poignants. Moi, pour ma part, je clôturerai cette session en citant Sophia Sherin-Hutt, qui dit que, et je cite, « La jeunesse doit recouvrir une vision émerveillée sur le monde, ainsi qu'une vision authentique sur la vie. Tous les jeunes de par le monde sont cette énergie vive à qui incombe la responsabilité de redonner sa place à la sensibilité humaine. » Merci à vous d'être parmi nous. Merci, je vous souhaite une bonne suite de conférences.